Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de manga, de littérature, de musique. On parle de culture. Aujourd'hui, on parle d'un des plus grands rappeurs de tous les temps, un énorme artiste, Eminem. Et pour parler de cette légende, j'ai avec moi un plateau incroyable. Pierre, tu es critique musical, auteur du livre Détroit Sample. Sample ou sample ? Sampler. Sampler, carrément. Moi, j'ai raccourci, j'ai dit sample, voilà. Bouquin que je recommande. Merci d'être présent avec nous. Donc, le rap de Détroit, tu connais un petit peu. Hein. Ça tombe bien, je pense qu'on va en parler un petit peu après. À tes côtés, Ace Modi, créateur de contenu. Je conseille ta chaîne YouTube, très intéressante. Le cinéma, la musique. Tu es déjà venu nous voir pour parler musique, d'ailleurs. Donc, re-bienvenue sur ce nouveau plateau pour cette nouvelle saison. Et à côté de toi, nous avons Baptiste qui est cofondateur d'Interlude, le média. Bienvenue. Pareil, je pense que ça te parle un petit peu, Eminem. Un petit peu. Un petit peu. Voilà. Bon, très cool, messieurs. On a peu de temps pour un gros chapitre qui nous attend, mais on va se faire plaisir. On va essayer de faire plaisir un maximum aux fans, mais aussi aux gens qui n'ont pas trop de connaissances sur Eminem, à part les grandes lignes. On va essayer d'approfondir ça. Commençons tout de suite par la jeunesse de Marshall. Commençons par le début, parce que oui, avant Eminem, il y a un jeune garçon qui a une vie pas toujours facile. Est-ce qu'on peut replacer le contexte de cette jeunesse ? Messieurs, qui veut s'attaquer ? Eminem, en fait, il grandit dans un contexte assez difficile. Sa mère l'a eu très jeune, vers 16 ans. Et puis elle-même avait vraiment pas beaucoup d'argent et le père d'Eminem l'a abandonné alors qu'il avait que 9 mois. Et après, sa mère a essayé de joindre les deux bouts avec des jobs ici et là, très précaires. Et donc, il y a eu également beaucoup de déménagements entre différents États. Une vingtaine de déménagements dans l'enfance du jeune Marshall. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Ouais. Et donc, il a eu beaucoup de difficultés à s'intégrer également dans des écoles. Il a eu très peu d'amis, donc il s'est forgé un monde sur lui-même. Voilà, au début dans les comics, dans les BD, et puis après dans l'univers du rap. Alors, tu l'as dit, il a fait beaucoup d'écoles. Il s'avère qu'à l'école, ça se passe pas trop bien. Hein. Il se fait clairement harceler. Il finit dans le coma plusieurs jours après une bagarre. Alors, plus qu'une bagarre, c'est quelqu'un qui va carrément... Ils vont le bully à plusieurs, voilà. Et ils vont lui cogner la tête contre des toilettes. Et, ça, c'est un élément quand même déjà grave, mais aussi important pour la suite de ce que va devenir Eminem. Il parlera de ce harceleur dans une chanson. Il s'avère que, ironie du sort, le harceleur et celui qui l'a mis dans le coma va porter plainte contre lui pour essayer de gratter de l'argent. Ouais. Il n'aura rien. Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Mais est-ce qu'on s'arrête sur cette partie-là ? Est-ce que c'est pas lors de ce procès où la juge elle a énoncé son verdict en rap ? Il fait ça, exactement. Ouais, c'est incroyable. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que... La juge, elle a fait un petit texte à la fin, elle a lâché un 16 pour dire non, t'auras pas de thune. C'est quand même incroyable. Donc... Parce que ce qu'il demandait, c'est pas réparation pour un préjudice par rapport à ce qui est dit dans la chanson. Ce qu'il demandait, c'est la réparation d'un préjudice parce que le gars en question, qui s'appelait D'Angelo, je crois, il voulait être rappeur. Et Eminem l'avait détruit dans la chanson Brain Damage. Il passait pour le harceleur de la star numéro 1 du rap qui s'est fait détruire dans une chanson. Donc pour commencer une carrière dans le rap, c'est un peu compliqué. Et c'est ça qu'il voulait faire réparer par Eminem. Et la juge lui a dit « Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Votre carrière, elle n'existe pas. Il n'y a pas de préjudice à réparer. » Et probablement parce que ça devait l'amuser assez, ce truc, elle lui a montré qu'elle aussi, elle pouvait faire une carrière dans le rap.
Je trouve ça tellement cool comme anecdote, honnêtement, c'est assez ouf. Donc voilà, on a une jeunesse très très compliquée, donc coma, et de ce coma, il a des séquelles Ouais, exactement. Pendant physiques. plus d'1 an, il a dû réapprendre les gestes simples à parler. Il a eu des troubles de la vision. Il a dû réapprendre en fait tous les gestes simples du quotidien. Ouais. Donc c'est pour ça que je le disais, c'est quelque chose qui va le suivre après par la suite. Mais il atterrit donc à Détroit, puisque multiples déménagements, il atterrit à Détroit. Donc À Détroit et à Warren, qui est une ville au nord de Détroit. Donc il circule dans les différentes maisons de sa mère. des caravanes plutôt même. Non, ça c'est dans le film. Ah, c'est juste une légende, la caravane. Voilà, mais après, les maisons à Détroit, elles valent pas plus cher que des caravanes. Parce que Détroit, dans les années 90, c'est le cimetière de l'industrie américaine. Le centre de Détroit et l'approche banlieue a été sinistré. Il y a eu un soulèvement urbain en 1967 qui a fait fuir toutes les élites blanches dans la grande banlieue. Donc là où il grandit, c'est des quartiers très pauvres. Il circule entre les quartiers blancs et les quartiers noirs, mais il va être un petit blanc dans un environnement de jeunes issus de la communauté noire pauvre de Détroit. Et il a cette... il y a une chanson plus tard, en 2014-15, qui va reprendre un slogan qui est un slogan de t-shirt de Détroit, c'est « Détroit versus everybody ». Cette idée que quand on est de Détroit... on est oublié de l'Amérique, méprisé de l'Amérique. Quand il y a des vannes dans les séries américaines sur le coin qui craint le plus en Amérique, c'est toujours Détroit. Et donc les gens qui vivent là, ils vivent avec le mépris général et ça les forge. Ils ont envie de se battre. Et c'est ça. Eminem, non seulement il est dans cette ville qui est ridiculisée par tout le monde, mais à l'intérieur de cette ville, il est une minorité. Plus petit, il a été une victime dans la cour de récréation. Et puis, il est un jeune blanc qui veut marcher dans le rap. C'est clairement l'outsider. Il est pas du tout... on va en venir voilà. justement à comment il va tomber dans le rap. Mais... Et cette rage qu'il a, tous les rappeurs de Détroit l'ont. Tous les gens de Détroit l'ont. Et c'est ça qui fait qu'on peut le rattacher à cette ville. C'est très intéressant pour rester sur Détroit, c'est que, comme tu le disais, c'est une ville sinistrée, c'était le fleuron de l'automobile bien avant, etc. Et même dans le cinéma américain, on va montrer Détroit comme une ville détruite. Et paradoxalement, c'est un des meilleurs exemples, c'est pas un cinéaste américain qui va le montrer, mais c'est Paul Verhoeven avec Robocop. Qui va vraiment montrer Détroit comme... à l'abandon, une ville vraiment laissée aux mains des brigands, etc. Mais c'est parce que c'est ce qu'elle représente dans l'inconscient collectif. Eddie Murphy, dans le flic de Beverly Hills, il vient de Détroit. Bien sûr. On le voit au début, d'ailleurs. C'est les As aussi qui vont beaucoup jouer sur ce cliché et faire beaucoup de vannes méchantes sur Détroit. Mais il y a un point qu'on n'a pas abordé qui est assez important, c'est que lui, à la base, il vient du Missouri. Et qui est du coup une région du Midwest, et que, enfin, c'est pas la région, mais il vient de là-bas, et que c'est un endroit qui est relativement très blanc, et qui va se retrouver du coup dans un environnement complètement à l'opposé. Alors comment, on l'a dit, il avait une passion pour les comics, d'ailleurs, il faisait quelques dessins aussi, et un des dessins les plus connus qu'on peut voir de lui, c'est justement, il y a Robocop Exactement, dessus, donc c'est pour l'inconscient collectif, encore une fois, Détroit, toujours présent. Comment ça va se passer à l'école, au-delà de ces relations, etc., ces résultats c'est pas quelque chose... Clairement, il est en échec scolaire. Par contre, il y a une matière qu'il apprécie particulièrement, c'est l'anglais. Mais au-delà de ça, il a arrêté en 3e, il a redoublé 3 fois sa 3e. Et après, l'école... 3 fois, quand même. Ouais. Mais après, c'était dû à beaucoup d'absentéisme également, parce que 3 fois, faut le vouloir. Ça s'explique aussi par le harcèlement qu'il a subi, je pense. Sûr. Puis en plus, l'environnement familial aussi qui était pas facile. Il y a aussi cette histoire qu'il y aurait une lettre du père d'Eminem, donc Marshall Bruce Mathers II, qui aurait dit qu'en fait Debbie serait partie sans laisser d'adresse, ce qui tue un petit peu aussi le narratif de Debbie sur le fait que ça serait le père qui l'aurait abandonné. C'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est plus complexe. C'est ce qu'il déclare des années après. En 2001, quand il a pété. Donc bon, c'est à prendre aussi avec des pincettes.
Mais ça va le forger parce que d'un petit gars timide et tout frêle, il va se forger une espèce de carapace et un petit côté vraiment nerveux, et il va forger cet esprit de provocation où en fait il a besoin de s'imposer, tout simplement. Il doit exister. Il doit exister. Et comment vient cette appétence? Donc, tu disais, il aime l'anglais à l'école. Comme c'est déjà un bon début, j'ai envie de dire. Comment il en vient à la musique? Il y a Ronnie Nelson. Je sais pas si... Ouais, en fait, c'est son oncle, puisque la grand-mère d'Eminem et la mère d'Eminem ont accouché à peu près en même temps. Et donc, il 3 mois de différence, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc, il était très proche de son oncle Ronnie. Et vers les 9-10 ans, Ronnie lui a apporté une cassette. C'était Reckless de Ice-T. Et donc là, Eminem, il s'est passé quelque chose en lui, en fait. Et il a vraiment adoré ce qu'il a écouté. C'était sa première rencontre avec le hip-hop. Première connexion avec le rap. Et de là, c'est nourri une passion. Et ce qu'il appréciait, c'était la rythmique, mais aussi les rimes et le vocabulaire qu'il y avait dedans. Donc de cette base-là, en fait, il s'est mis même à lire le dictionnaire avec sa mère, des fois, pour comprendre des mots, etc. Voilà. Alors, Ice-T, Pierre, on est loin du rap de Détroit. Hein. Ouais, Ice-T, c'est un vieux de la vieille de Los Angeles. À cette époque-là, il s'était pas encore réinventé en gangsta rappeur. Il fricotait avec dans les films de hip-hop de Hollywood, qui sont des New Jack City. Voilà. Non. Breakin', les films de breakdance. Ok. Il était MC. Voilà. Après, mais il a déjà sorti ses grands albums de gangsta rap. Donc c'est un type qui est un peu un parrain à l'ancienne du rap, alors même que le rap est à ses débuts. Hein. Il est déjà assez âgé, mais il fait partie de ces rappeurs qui travaillent énormément leurs textes. En fait, lui, il vient de la culture des rimes urbaines. Hein. Il y a une très grande tradition orale dans la communauté noire américaine de raconter des histoires en rimes. Ça date des temps de l'esclavage. Et il y avait une tradition particulière qu'on appelle les gangsta rhymes, qui étaient des poèmes sur les gangsters que les types se racontaient dans les cours des prisons, dans la rue, etc. Et Ice-T, il vient de cette culture-là. Au début, il fait des rimes comme tout le monde, comme Sugar Hill Gang, je suis dans la place, etc. Petit à petit, il va introduire le crime là-dedans, mais au moment où Eminem le saisit, il est un très bon rappeur technique dans une culture qui est en train de naître. Et c'est ça qui est incroyable, et c'est ça qui va le fasciner, c'est qu'il entend quelque chose qui n'a jamais été entendu. Le rap, c'est vraiment un truc qui surgit dans la culture populaire qu'on n'avait jamais entendu. On est en quelle année, là? 84, 85 et tout ça. Et il va devenir un nerd du rap. Et il va le rester d'ailleurs toute sa vie. Quand on a 12 ans, 13 ans, aller dans le dictionnaire, c'est pas normal. C'est qu'on a un truc dans sa tête qui fait qu'on est obsessionnel. Sa mère, elle raconte d'ailleurs qu'il était obsessionnel avant pour les dinosaures, pour les comics, etc. Donc il a ce truc, et c'est parce qu'il est obsessionnel et parce qu'il a envie d'imiter qu'il va se mettre dans la technique et qu'il va tout à coup découvrir qu'il y a un truc qu'il fait kiffer dans la vie, c'est ça. C'est pas l'école, c'est pas le boulot, c'est le rap. Et il va, le rap va devenir sa vie, littéralement. Et pendant 10 ans, il va galérer sans aucun succès, mais avec cette foi dans le rap, c'est ça qui le fait tenir. Il a des petits boulots, etc. Mais il a trouvé son truc. Il cherche pas forcément à être une superstar. Le rap lui suffit, il a envie de pouvoir en vivre, c'est ça son truc. Hein. Pendant 10 ans, il va dire, j'ai envie d'arrêter de travailler pour faire du rap. Oui, parce qu'il fait plein de boulot, comme tu disais. Et pendant ces 10 années-là, ça va être un peu son apprentissage. Il va imiter tous les styles qui se succèdent. Donc, il commence avec Ice-T, après Run DMC, et puis après, Beastie Boys, qui lui montre qu'on peut être blanc et faire du rap. Kid Rock, qui est un rappeur un peu scandaleux de Détroit de cette époque. Et après, Nas, les rappeurs plus compliqués, Gourou de Gangstar, etc. Et c'est son école. C'est son école. Et il va faire une rencontre aussi assez importante aussi. Son voisin directement, Proof. Voilà. Tu peux nous en parler, Aïs? Proof, du coup, c'est le voisin d'Eminem. Ils vont évidemment aller à l'école, etc. ensemble. Et c'est surtout... Proof va très vite en fait prendre une place très importante dans le milieu rap de Détroit. Au Saint Andrew Hall, au Hip Hop Shop et au Shelter.
Et en fait, il va hoster des open mic, mais aussi des battles. Donc un open mic, c'est... Ils ont quel âge à ce moment-là? C'est En fait, 16. ils se sont rencontrés déjà au lycée. Ah, voilà. Ouais. Et au fil du temps, au début, ils faisaient même des concours au lycée. Proof faisait provoquer les autres pour Des rapper. cyphers. Et Proof disait bon, moi, tu peux pas battre, je suis trop fort. Par contre, il y a le petit blanc là, si tu veux. Et du coup, les gens y allaient de manière ultra sereine. Et au final, Eminem les battait à coup sûr. Alors, déjà, Il se à faisait cette un peu époque, d'argent au là-dessus. lycée, déjà, Ouais. en battle, il C'est les exterminait. Et en fait, avec Proof, ils ont une alchimie. Eminem le dira. Il commençait une rime, Proof arrivait à la finir, etc. Mais Proof, lui, vraiment, il a un talent naturel, c'est qu'il freestyle. Il écrit pas, lui. C'est très instinctif. C'est pas un rappeur studio. Par contre, c'est un rappeur de freestyle de rue. Là où Alors que oui, Eminem- c'est une caractéristique d'Eminem dès le départ. Lui, les mots, il écrit, ouais. voilà, Ouais, il écrit énormément. beaucoup. Tout à fait. Il raconte des choses. C'est quelque chose de voilà. Ouais. Mais tu disais, on disait, ouais, le petit blanc, lui, tu peux le prendre. Justement, à cette époque-là, le rap était majoritairement dédié aux Noirs. On a parlé des Beastie Boys. Il y avait quelques Chicanos, genre Cypress Hill, etc. Ouais, voilà. aussi, qui En commençaient fait, à dans le milieu apparaître. underground, il y avait quelques rappeurs blancs. Par contre, c'était presque impossible de percer encore à cette époque-là, que ce soit à New York, même Los Angeles. Et puis Quand Merci après, Vanilla Ice. C'est merci, ça, le j'allais problème. dire. Merci Il y a, Vanilla il Ice. y a la- Ouais, le, c'est il y ça. a le problème Vanilla Ice Exactement. qui va Qui va- percer ouais. et qui va exterminer toute la. Bah, tu peux nous parler de Vanilla Ice. Je pense que pour les plus jeunes qui nous connaissent, voilà, hein, il est parti. On Ouais, il l'a a vu dans porté Tortue Ninja. préjudice, Quand même, ouais. hein. Mais- Vanilla Ice, ouais. donc le rappeur le plus populaire de l'année 90 ou 91, avec un morceau qui s'appelait Ice Ice Baby, qui est pas si nul. Non, moi, je qui est très l'aime bien. sympa. Mais et un film, oui, qui est un peu plus problématique artistiquement. Et encore une fois, Tortue Ninja, les amis. Hein. Et lui, il s'était raconté une vie dans la rue, etc. Et quand on va découvrir qu'en fait, il vient d'un milieu de classe moyenne, qu'il n'est pas du tout un voyou, etc., sa crédibilité va exploser. Comme Milli Vanilli, qui était un groupe de la même époque, où il y avait deux mannequins qui chantaient pas, et quand on a révélé que c'était du playback, pareil, le groupe a explosé. Milli Vanilli a été oublié. Le problème, c'est que le délire de Vanilla Ice, lui, n'a pas été oublié. Et ça a Il va discréditer. ça a caramélisé toutes les chances des rappeurs blancs qui voulaient être sérieux dans le rap et qui n'avaient pas leur niche. Les Beastie Boys, ils avaient un public un peu particulier. électro, Voilà. rock, rap. Mais les rappeurs, les MC blancs, ils n'ont jamais pu se remettre de ça pendant quasiment une décennie. Alors, il faut Quasiment dire une décennie. aussi, encore pour un peu de contexte, c'est qu'à l'époque, il fallait être crédible dans ce que le rap racontait. C'est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de complètement différent. Là, tu devais rapper ce que tu vivais. Donc voilà. Donc, bref, compliqué pour Eminem à l'époque, d'autant plus à Détroit, d'exister en tant que mec qui aime le rap, qui veut en vivre. Donc voilà. Donc on s'était laissé à la rencontre avec Proof. Donc comment ça continue cette Mais il y a son histoire privée aussi qui change beaucoup parce qu'il va rencontrer Kimberly Scott, sa femme, sa femme, qui va du devenir coup. sa femme. Et donc c'est en 88, lui il a 16 ans, elle en a 13 il me semble. Elle fugue de chez elle et tout pour aller vivre avec eux. 13 ans quand même, ah ouais. Du coup, ouais, elle fugue pour aller habiter avec les Matters. Et bon, ça va être un environnement assez toxique parce qu'en fait, ils vont tous se disputer les uns les autres, que ce soit Eminem avec sa mère ou sa mère avec Debbie ou Debbie avec Eminem. Et ça va créer un environnement qui est vraiment pas très sain. Mais encore une fois, ça aussi, ça va être un des trucs qui va forger son rap et ses textes, parce qu'il va essayer de trouver un échappatoire là-dedans, et parfois même en allant vers la violence fictionnelle, mais la violence quand même, avec des morceaux comme Backstabber, etc. There's a joker on the loose from the psychiatric ward. His face is up on a bulletin board with a report. He'll stab you with the sword. Don't be fooled by his charm. He's probably armed with intent to do bodily harm. Ring the alarm. Look for a man with green hair. Check at your girl's house. He was last seen there. He has a mean stare, but usually cracks jokes. Good luck on your mission and guard your backs, folks. Mais pour revenir après sur sa carrière rap, du coup, il va signer avec les frères Bass sur FBT Production, et il va sortir Init,
son premier EP. Infinite, ouais. Infinite, pardon. Merci. Alors ça, c'est... Il y a un truc qui est intéressant à dire, c'est qu'il y a une ellipse dans sa vie. Il y a un truc dont il parle quasiment jamais, c'est que pendant presque plus de 5 ans, il va être dans un groupe avec d'autres MC, DJ blancs, à Warren, Bassmin Production. Pendant 5 ans, ils vont galérer à essayer d'être les Beastie Boys de Détroit. Et cette partie-là de l'histoire, il la raconte pas. Il la raconte quasiment jamais. Il y a quelques références de temps en temps, mais par exemple dans 8 Mile, on a l'impression que sa carrière commence quand il est avec ses potes noirs de l'autre côté de la 8 Mile, côté Détroit, dans les quartiers noirs, et qu'il fait le battleur au hip-hop shop, etc. Mais ça, il est déjà vieux, en fait, quand il fait ça. Il a plus de 25 ans. Quand il fait, ou 24, 25 ans. C'est vachement vieux pour un rappeur. Il y a des rappeurs qui commencent. LL Cool J, il avait 15-16 ans au début quand il commence. Donc il y a ce truc de 5 ans où il met un couvercle. Il n'en parle jamais. Les amis qu'il avait à l'époque, ils se plaignent après quand il est une superstar parce qu'il les a complètement oubliés, etc. Et c'est intéressant parce que Eminem, c'est quelqu'un qui à la fois utilise sa vie avec une espèce d'exhibitionnisme dans ses disques, mais il y a des trucs qu'il ne dit pas. Et dans les trucs qu'il ne dit pas, il y a ça. Il y a le fait que on a l'impression qu'il est ado quand il fait le Slim Shady. Quand il explose, en réalité, il a déjà 10 ans de plus que ses fans. Et cette phase où il a essayé d'être le rappeur blanc de Détroit, etc., sans y arriver, il n'en parle pas. Et en même temps, c'est là qu'il va se forger sa technique. Hein. C'est là où il devient le type qui est capable d'imiter tous les autres rappeurs. Il n'a pas encore de style, il va le trouver après, justement, avec Proof, mais il a la technique. Oui, alors, et donc, avant Infinite, il y a quand même un petit temps. Il y a des démos. Voilà. En fait, entre Soul Hunt, comme tu dis, des années 94-95, il fait vraiment tout ce qu'il peut pour progresser en rap, percer, etc. Donc il y a beaucoup de battles qui sont organisés à Détroit avec Proof. Au début, il est hué dans les premières battles, mais directement. Après, le public l'accepte, malgré le fait qu'il soit blanc, parce qu'il est fort. Et comme on l'a dit, en milieu underground, les rappeurs blancs sont un peu acceptés malgré tout. Puis il a une autodérision quand même qui pousse au respect. Enfin, il va s'auto-moquer de lui-même, de sa condition, etc. Et évidemment, en plus, il va faire des rimes vraiment sales que en fait, la plupart des rappeurs afro-américains ne vont pas oser, en fait. Et lui, vu que c'est un white trash et qu'il en a vraiment rien à secouer, il est déjà plus bactère, voilà, il va y aller vraiment costaud quoi, sur tout ça. Et ça va plaire, évidemment. Et en 95, il sort son premier album, donc Infinite, qui est un échec commercial. Donc là, on voit un rappeur technique, mais qui n'a pas vraiment d'identité, effectivement. Oui, il n'a pas encore son style, ce qu'on disait. Il n'a pas encore... Donc ça a été un échec. Donc là, à partir de là, sa vie est vraiment... il fait une tentative de suicide. Avec médicamenteuse, si je ne dis pas de bêtises. Il a injecté... Tylenol, il me semble. D'ailleurs, on n'a pas dit qu'en 93, son oncle Ronnie se suicide. Oui, alors c'est un élément important, exactement. Voilà. Alors on parle beaucoup de sa vie, mais en fait sa vie et son œuvre, c'est difficilement dissociable. On va le voir après. La jeunesse d'Eminem, c'est que des drames en fait. C'est ça. Après, il a tout. Non, mais moi, il me fait relativiser sur ma vie. Parce que j'ai une jeunesse compliquée, très compliquée, mais quand je vois la sienne, je me dis. Finalement, comme quand je regardais Princesse Sarah, moi ça va, ça va. Ouais. Et donc oui, le suicide de son oncle, encore une fois, il a 3 mois de plus que lui, c'est lui très proche, etc. Donc ça va le traumatiser. Bien sûr, Il va même, on dit que pendant un moment, il pouvait même plus parler tellement il était. Surtout que c'est brutal, atteint, ça arrive très vite après une rupture de son oncle avec sa petite amie. Et bon, voilà, je veux pas trop expliciter, mais c'est un suicide par arme à feu. Donc, c'est brutal, c'est sale. Donc, il va se remettre à rapper. Encore une fois, il continue sa vie, c'est-à-dire des petits boulots, il enchaîne plein de petits trucs. Même s'il va quand même commencer à... Du coup, qu'il est vraiment fort en battle, etc., il va commencer un petit peu à sortir de plus en plus dans les clubs pour justement tirer les quelques clopinettes qui restent, qu'il peut tirer en soirée grâce à ça. Et puis il va faire des concours aussi de freestyle assez importants, où là, ça va
Ouais. Est-ce que c'est là où il va y avoir un basculement dans la carrière d'Eminem? Il y a deux choses. Il y a ça, il est fort, donc il gagne. Et puis, il y a Slim Shady. C'est la création du personnage, parce que c'est ça qui va lui donner le style. Et Slim Shady, donc c'est son alter ego qui dit n'importe quoi, qui est ultra violent, etc. Son double maléfique. Son double maléfique. Et c'est aussi pour lui, parce qu'il a galéré, il a essayé d'être un rappeur conscient, d'être le Nas de Détroit en blanc, etc. Donc beaucoup de handicap par rapport à un objectif pareil. Et en fait, quand il invente Slim Shady, il rejoint une tradition musicale du hip-hop et même de la musique de Détroit très locale, qui est l'outrance, l'extrême, l'horrorcore, enfin l'horreur, le mélange entre musique et film d'horreur. Alors, on a ça dans le rap, notamment chez les deux stars du rap blanc de Détroit de ces années-là, les Insane Clown Posse, et côté noir, un rappeur qui s'appelle Esham, qui est très important à Détroit parce qu'il invente cette fusion. C'est lui qui a inventé ça. Il a pris une vieille tradition donc de Détroit. Alice Cooper, quand il enregistre ses albums de rock horrifique dans les années 70, il est à Détroit. Donc il y a ce truc-là. Esham, il adore le hard rock, c'est à la fin des années 80. Il adore les films d'horreur, il adore choquer, etc. Et par ailleurs, il est complètement autonome. C'est le Detroit versus Everybody dont je parlais tout à l'heure. Donc, il a son studio dans sa chambre, il produit ses disques, il fait ses propres cassettes, il va les vendre et il va se faire un petit follow-up, un petit following là-bas à Détroit. Tout le monde l'adore. Il dit des trucs horribles, mais tout le monde l'adore. Les filles blondes à queue de cheval, elles vont lui faire signer ses cassettes dans les magasins de disques de Détroit. Et les rappeurs d'après, ils vont s'inspirer de ça. Les Insane Clown Posse, ils vont inviter Esham sur leur premier album et ils vont faire aussi dans l'horreur, etc. Et quand Eminem, il invente Slim Shady, en fait, il rejoint cette tradition-là. C'est intéressant de voir que... C'est Chucky, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, il baisse le niveau de ses ambitions. Puisque je ne peux pas devenir Nas, je vais devenir les Insane Clown Posse. Ce qui est marrant, c'est que en faisant donc en baissant ses ambitions, en fait, il va monter jusqu'au zénith à un niveau où on n'a jamais vu un rappeur avant lui d'aucune sorte. C'est ça qui est intéressant dans le. Alors Slim Shady, il le crée avant les Rap Olympics de 97. En fait, c'est venu de deux éléments. Effectivement, l'échec d'Infinite, il se remet en question. C'était trop consensuel, donc il a dit ok, les gens n'aiment pas le positif. Je vais mettre à rapper des trucs de malade. Et il y a Proof également qui voulait monter un band, un crew, avec 12 rappeurs. C'est pour ça que ça s'appelait D12 par la suite. On n'a pas parlé de D12, on peut en parler maintenant. Et donc, sauf qu'ils se sont retrouvés qu'à 6. Ils n'arrivaient pas à trouver d'autres rappeurs. Donc Proof a dit, pourquoi pas faire des alter ego. Et donc là, Eminem était sur les toilettes précisément quand il a inventé son pseudo Slim Shady. Et donc là, à partir de son nom, en fait, plein de rimes lui sont venues en tête, mais des rimes du coup un peu maléfiques, quoi. Là, il y a eu un basculement, effectivement. Et du coup, ça s'est retrouvé dans ses freestyles, dans ses battles par la suite, où il a été beaucoup plus trash, beaucoup plus choquant, et ça plaisait au public. Donc là, on est environ 96, c'est ça 96, 96 juste après Infinite. Voilà, donc création de son alter ego maléfique. C'est ça. Et puis arrive aussi, il va commencer à se faire repérer, en fait. C'est à ce moment-là... c'est au Rap Olympics, justement, où il finit deuxième, juste derrière Overboys, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on peut expliquer ce que c'est les Rap Olympics C'est un concours des meilleurs rappeurs un peu du coin. Bon, c'est pas non plus le premier pegno qui peut venir. C'est déjà des mecs qui ont des réputations et qui viennent de se friter. Il y a plusieurs grands noms qui vont sortir de ce Rap Olympics 97. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a un stagiaire dans la salle de Interscope. Et en fait, c'est le deuxième... Peut-être que le patron, le big boss, il aura peut-être une oreille un peu plus musicale et en fait, il va demander la cassette, la cassette de The Slim Shady EP, voilà, que je ne me trompe pas. Et là, tu me fais une transition magnifique, c'est Jimmy Iovine, Dr. Dre, la rencontre. May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand? Ben oui, parce que ça, c'est un événement majeur. Donc, il y a évidemment la création de son alter ego, Slim Shady. Et là, on parlait d'Interscope.
gros label incroyable. Donc, il y a dans ce label une personne très influente. Hein. Allez-y, racontez-nous un petit peu. Très influente, mais c'est du coup 97, 98. Ah oui. Dr. Dre, bon, il est quand même un petit peu... Il y a Dr. Dre et Lovin. Hein, oui, voilà, les deux, mais bon, Dr. Dre, il est quand même un petit peu en perte de vitesse. C'est juste après Aftermath, donc... Il y a un album qu'on attend qui ne vient jamais aussi, déjà. Hein. déjà. Ouais, puis à la création de son label, donc avec Jimmy Iovine, en fait, ils ont créé Aftermath sur Interscope. Et Dr. Dre, pour lancer le label, a sorti une compilation, voire deux, je crois, qui n'ont pas marché. Donc Dr. Dre était vraiment en perte de vitesse aussi, plus inspiré, il ne savait plus avec qui travailler. Alors qu'on rappelle, Dr. Dre, déjà à l'époque, c'était déjà NWA, et plein de choses en prod incroyables, etc. Plus il avait des affaires judiciaires. Oui, effectivement. Et donc, effectivement, le stagiaire a récupéré la cassette Slim Shady Epic qu'il a donnée à Jimmy Iovine. Jimmy Iovine l'a stockée dans son garage pendant des mois. Et ça a pris plusieurs mois, du coup. Et après, c'est arrivé à l'oreille de Dr. Dre. Alors, comment ça arrive Parce qu'il y a plusieurs versions. Ouais, c'est Jimmy Iovine qui dit tout simplement à Dr. Dre, il faut que je te fasse écouter un mec. Donc là, c'était plusieurs mois après avoir récupéré la cassette. Et Dr. Dre écoute ça, il écoute le premier morceau, il dit remets-le. Et après, il dit ok, amène-moi ce gars tout de suite. Et c'est la première fois que Dr. Dre trouve un artiste via une simple démo, une cassette. Et surtout, c'est un artiste qui n'est pas de Los Angeles, qui n'est pas de la côte ouest. Et à ce moment-là, Dre ne savait pas qu'il était blanc, en plus Eminem. Voilà. Mais ce qui l'interpellait, c'était le débit, la technique, qu'il allait super loin, en fait. Et là, on est dans un truc, dans les films, il y a le moment où le héros, vers les 3/4 du film, rien ne marche, il s'assied sur une chaise, il dit « ça y est, c'est fini pour moi ». C'est exactement ça, c'est la chanson Rock Bottom de Eminem qu'il écrit à ce moment-là, parce qu'il était deuxième des Rap Olympics, c'est la place du con, parce qu'il ne va pas toucher la Rolex et les $500 de la récompense. Il revient, en fait, le type chez qui ils étaient plus ou moins en sous-location, il n'avait pas payé les loyers alors que il s'est barré avec l'argent, il n'a plus de maison. Sachant qu'il a un enfant. Il a un enfant, il ne peut même pas lui acheter un cadeau de Noël, donc c'est vraiment le bout de la déchéance. Et à ce moment-là, Dr. Dre, qui reste quand même un des producteurs les plus respectés du game, lui dit « tu viens à Los Angeles, je vais t'enregistrer ». Et là, le truc s'inverse complètement et dans une parabole de folie. C'est la carrière d'Eminem entre ce moment-là, 97 où il est au fond du trou, et 2000 au moment où il va sortir Marshall Mathers. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça depuis probablement les Beatles ou Elvis Presley. En termes de je n'étais rien, je deviens tout aux États-Unis en quelques mois. En quelques mois. Mais comment ça se passe ? Là, donc, il y a une rencontre entre Dre et Eminem. Il arrive au rendez-vous dans une tenue jaune poussin qui portait depuis une semaine. Il raconte dans une interview. Elle était blanche à la base, c'est ça. Elle était sale. Ou elle a tourné au vert, tu vois, comme il dit. Mais ça va matcher et il va y avoir ce fameux moment où il va commencer à faire le My name is what? My name is who? Et Dr. Dre, avec tout le talent qu'il connaît, il a fait péter Snoop Dogg juste avant. Il a l'oreille et il sait de suite que, OK, c'est bon. En fait, il te manquait juste mes prods. Voilà, et c'est comme ça qu'il va commencer à l'accompagner, quoi. Et cette rumeur, comme quoi, quand il l'a vu, il était choqué qu'il soit blanc, c'est vrai ou... Ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, il était un peu choqué, mais lui, il s'en fichait un peu parce que le talent était évident d'Eminem. Par contre, des gens au sein du label ont essayé de le dissuader de signer Eminem, parce qu'il était blanc et on ne pouvait pas signer un rappeur blanc en major à l'époque. Et d'ailleurs, quand on regarde la façon dont ils ont imaginé le marketer au début, personne ne croyait qu'il allait pouvoir percer sur le marché du rap qui était dominé à l'époque par Puff Daddy, il y avait encore... La Jiggy Music. Voilà, tout ça. Donc, on va le marketer comme une version white trash et hip-hop de Marilyn Manson. C'est l'époque où le grand Satan de la musique américaine, c'est Marilyn Manson. Donc, il y a de l'argent à se faire dans la musique qui choque. On a là un gamin blanc
qui rappe du feu de Dieu et qui dit des trucs horribles, on va en faire une version un peu moins bas de gamme des Insane Clown Posse, et on va viser le public blanc qui adore ce genre de musique transgressive. Il y aura Fred Durst dans le rock, dans le metal, qui va faire pareil. Donc, à la base, ils veulent marketer Eminem, un rappeur blanc, pour les blancs. Pour les Blancs, parce qu'ils se disent c'est là qu'est le marché. Il y a des références d'ailleurs dans My Name Is, le premier vers, il fait une référence à Nine Inch Nails. C'est un clin d'œil à un des artistes de cette scène entre électro, rap et grunge et horreur. Et en fait, ils vont s'apercevoir que Eminem, c'est bien plus que ça. Eux, mais aussi le reste du rap, et dans l'espèce de cavalcade là, de ces années-là, il va démontrer qu'il est bien plus qu'un gimmick, bien plus que l'autre rappeur de Détroit qui explose au même moment, Kid Rock, qui fait une chanson gigantesque qui s'appelle Bat Ouidaba, qui est un mélange entre le rock sudiste et le hip-hop des débuts. Dans le clip, il y a des motos qui volent, lui, il a un manteau de fourrure, etc. Donc on est vraiment dans l'esthétique trash, etc. Mais Kid Rock, c'est pas beaucoup plus que ça. Alors que Eminem, c'est beaucoup plus que ça. Et ça, on le voit pas tout de suite en 99 parce que les clips sont marrants. Lui, il joue aussi ça. On a l'impression qu'il a 15 ans, en fait, quand on regarde. Bien sûr, on voit déjà sa teinture. Voilà, tout le monde a l'impression que c'est un gamin, et des gamins comme ça, il y en a régulièrement dans les hit-parades. Et en fait, il va montrer qu'il a du fond, qu'il a, il est un artiste. Il n'est pas juste un gimmick, il est un artiste. Alors ça, le côté artiste, ce qu'il est, son premier album, il y a aussi du fond dessus, hein. Sauf que je suis d'accord. Slim Shady LP, du coup. Voilà, pas premier album, pardon, mais le premier album avec sa nouvelle maison de disques. Là, c'est un succès de malade dès le début. C'est le 3e album le plus vendu de l'année aux États-Unis, donc directement il passe dans une autre dimension. Pour l'anecdote aussi, ce qui est marrant, c'est que le symbole de ses cheveux blonds platine, ça a été fait par hasard. Et là aussi, ça a bien participé au marketing. En fait, il a fait une soirée avec Royce, il a pris des champignons, il s'est décoloré les cheveux. Et le lendemain, il s'est pointé avec un t-shirt blanc et les cheveux blonds auprès de Dre. Et Dre a pété un câble en mode putain, là, c'est notre image. Là, c'est parfait. C'est un symbole. Voilà. Et en Donc plus, ça, c'est très marrant. Mmh. Ouais. Et au final, c'est resté toute sa carrière. Même maintenant, Eminem, on l'associe à ses cheveux blonds. Mais effectivement, dans l'album, on découvre un personnage qui devient mainstream d'un coup, effectivement. C'est ça qui est assez fou. Ouais. C'est que Slim Shady devient mainstream, alors que c'est tout l'inverse, en fait, dans ce qui se dit à l'intérieur. Ouais, c'est vrai qu'on est sur des paroles très trash. Et ça plaît quand même. En France. Mais nous, c'était matraqué à la radio. Si. Oui. Je crois que c'était matraqué à la radio. Même My Name Is déjà. My Name Is à la radio. J'ai des souvenirs en radio. Oui. My Name Is, c'était. Moi, j'ai connu Eminem avec My Name Is. Ouais. C'était à la radio. Il y a aussi un autre phénomène qui se passe en même temps, c'est l'arrivée de Napster, qui va faire que les jeunes qui ont un ordinateur vont pouvoir de plus en plus télécharger de la musique. Alors moi, à cette époque-là, j'avais pas Internet. Hein. Moi, je ne connaissais même pas Internet. Donc j'avais un well et ça mettait 20 ans pour télécharger une musique, mais je pouvais en télécharger. Et je me rappelle que le premier album que j'ai téléchargé de ma vie, il y en a 2. Je les avais téléchargés sur la même semaine. The Offspring's Americana, qui est aussi des white trash, mais dans le côté rock californien, etc. Et du coup, The Marshall Mathers LP, parce qu'en fait, j'avais vu juste la cover. Donc, tu vois un mec sur un pont avec un cadavre qui sort du coffre de la voiture. Merci beaucoup. Et rien que cette image, je vais écouter ça. Qu'est-ce que c'est, quoi? C'est rien que l'image. Mais tu vois, j'avais pas le parallèle avec l'émergence d'Internet et les débuts du téléchargement. Est-ce que ça a été une incidence aux États-Unis ou ça a participé d'une certaine manière? Surtout le deuxième album, Marshall Mathers LP. Parce que là, donc, on arrive à Eminem devient une star. Il enchaîne directement avec Marshall Mathers LP. Donc là, entre-temps, les critiques se sont accaparés le cas Eminem, c'est le diable en personne, etc. Donc lui, il s'est dit, OK, je vais être encore plus dégueulasse que j'ai pu l'être avant. Anecdote marrante, il y a un journaliste qui a témoigné en 2015, qui a fait un article. Il a dit, le jour de la sortie de Marshall Mathers LP, le lycée était désert. Tout le monde est allé acheter l'album. Et avec Napster, du coup,
les lycéens sont revenus le lendemain et ils vendaient l'album directement au lycée, des copies piratées. Donc, Ça, l'émergence de c'était quelle Napster... année, ça? C'était En 2000. 2000, hein. Ouais, c'était en Ouais, 2000. 2000. Et- Parce que My Name Is, c'est avant. Ouais, Ouais, c'est en 99. sur ouais. l'autre. Ah ouais, C'est ouais, effectivement printemps 99. Entre les deux, il y a 2 morceaux hyper importants qui vont imposer en fait Eminem sur la scène rap. C'est les 2 morceaux qui donnent aux Chroniques 2001 de Dr. Dre. Forgot About Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. What's the difference? Stop the beat a minute, I got something to say. Dre, I wanna tell you this shit right now, while this fucking weed is in me. I don't know if I ever told you this, but I love you, dog. I got your motherfucking back, just know this shit. Là, il est dans l'album du retour de Dr. Dre. Donc c'est un événement. Quel album? Et un album monstrueux, avec en plus, c'est là où Des on voit stars partout. des stars partout, les vieux de la vieille qui reprennent leurs rimes du premier The Chronic, The Next Episode et tout ça. Un nouveau son qui surprend, mais qui montre que Dr. Dre sait se réinventer. Il avait essayé à l'époque d'Aftermath, ça n'avait pas marché. Là, il y arrive, il a trouvé son truc avec ses rythmiques digitales, etc. Et le meilleur MC de l'album, sans conteste, c'est Eminem. Et c'est Eminem, en plus, qui se moque de Dr. Dre. Il faut voir que Dr. Dre, c'est un ancien NWA, donc le groupe le plus dangereux d'Amérique, entre guillemets. C'était comme ça qu'il se vendait à l'époque, 10 ans plus tôt. C'est lui qui a fait le California Love de Tupac. C'est lui qui a lancé Snoop. C'est une légende hyper respectée. Et il y a ce petit blanc-bec qui, en gros, se moque de lui, le traite de ringard, de baltringue, etc. L'autre se laisse faire. Eminem le fait avec une espèce de furie dans la manière qu'il a de le faire, qui fait que l'album, il est plutôt cool. Ah ouais. On l'écoute avec le bras sorti sur la portière. Oui. Quand Eminem arrive, tout à coup, on a l'impression que le contenu d'une armoire nous tombe sur la tête. Et donc, voilà, il sort du lot. Et là, il s'impose vraiment sur la scène rap comme un rappeur avec qui il faut compter, avec qui Jay-Z peut compter, avec qui ses modèles, Kool G Rap et tout ça. Voilà. Mais c'est pas là le génie de Dr. Dre, c'est-à-dire qu'il sort son album, il a dit je vais le valider auprès des plus grands avec cet album-là. Exactement. Dr. Dre, il a 2 génies, le génie de la production, le génie de la découverte et du lancement, puisque après il va lancer 50 Cent, il sera aussi un bout dans la carrière de Kendrick Lamar, et il fait effectivement ça, et il donne aussi des productions pour les albums d'Eminem. Il le valide, effectivement, il lui donne sa carte, et ensuite il va démontrer que dans le rap, pendant ces années-là, là, 2000-2001, il n'est pas loin d'être le meilleur. En fait, je pense qu'il y a eu du donnant-donnant, parce que c'est vrai qu'on dit Dr. Dre a sauvé Eminem, mais Eminem a aussi sauvé Dr. Dre. Pas sûr que l'album soit sorti si Eminem n'était pas arrivé, en fait. C'est Oui, parce Eminem que qui l'a même relancé financièrement, créativement. parce que chez Interscope, c'était très compliqué. Ouais. C'était extrêmement Déjà compliqué. financièrement, et puis créativement parlant, Dre était dans un... C'est l'arrivée dans un d'un trou nouveau noir, quoi. poulet. En plus, il est tellement fort, il arrache tellement tout qu'évidemment, il y a une émulsion créative qui se fait. Alors là, les critiques, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Puisqu'on disait à la base, le label voulait le marketer comme un rappeur uniquement pour les Blancs, voilà, machin. Et on s'aperçoit que le mec, en fait, c'est un génie, véritablement. C'est un des meilleurs rappeurs, déjà à ce moment-là, qui s'affirme, avec de la forme complètement différente, mais aussi avec un fond incroyable. Comment c'est perçu? En fait, c'est devenu un cas national. Il y a une anecdote marrante, c'est que la femme du vice-président des États-Unis a évoqué le cas Eminem au Congrès. Elle voulait créer une loi pour limiter l'achat mettre un seuil d'âge pour acheter les CD à cause d'Eminem. Alors, c'est là où on revient à Ice-T. Il y a eu le même problème à l'époque. Et Prince, en 84, pour Darling Nikki, c'est la même. C'est celle qu'on a appelée les femmes de Washington. Il y avait Lynn Cheney, la femme de Dick Cheney. Il y avait Tipper Gore, la femme de Al Gore. Et quelques autres. Et effectivement, en 2000... il y a cette audition au Congrès des États-Unis où elle va prendre en fait les paroles du Marshall Mathers
LP en disant mais c'est insupportable, comment on peut laisser nos enfants écouter cette musique. Et de fait, c'est insupportable. Parce que sur le Marshall Mathers LP, il va encore plus loin dans le trash. Il fait ce morceau qui est un monument d'abjection sonore qui s'appelle Kim. Make me wake this baby. She don't need to see what I'm about to do. Quit crying, bitch. Why you always make me shout at you? How could you just leave me and love him out the blue? Oh, what's the matter, Kim? Am I too loud for you? Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que les gens qui ne connaissent pas le rap ne comprennent pas, c'est qu'il fait à la fois le type qui bat sa femme et qui gueule dessus, qui tape dessus, et il fait la femme qui lui répond, et donc il joue les deux personnages. C'est du storytelling. Voilà, il raconte une histoire. Quand un romancier fait ça dans son roman, y compris quand il parle à la première personne en se mettant dans la peau d'un mari qui bat sa femme, on ne va pas lui dire spontanément « mais c'est votre vie ». Alors que Eminem fait ça dans une chanson, mais parce qu'on n'accorde pas le crédit aux artistes et encore moins aux rappeurs de connaître le second degré, d'être capable de faire la différence entre le narrateur et l'auteur, enfin, ou la personne, on ne leur fait pas ce crédit-là. On imagine, que eux sont littéraux quand ils disent, enfin, que tout ce qu'ils disent dans leur chanson... Premier degré, toujours. Premier degré. Et deux, que le public ne va pas comprendre. Après, ça n'enlève pas les problèmes, y compris moraux, qu'on peut trouver à une chanson comme Kim. Mais ce qui est intéressant, c'est que Eminem, il fait ça alors qu'il s'est fait bâcher sur le Slim Shady LP. Il y a l'éditorial du Billboard. Billboard, c'est le magazine professionnel de la musique. Tous les gens dans la musique lisent Billboard. Quand l'album sort, au mois d'avril 99, c'est le début de la carrière d'Eminem, le patron, l'éditorialiste de Billboard, il fait un éditorial en disant il y a 2 petites filles qui viennent de se faire violer à Los Angeles, c'est la faute d'Eminem. C'est quasiment ça qu'il explique dans le... Donc ça va très très loin. Et il dit c'est la chose la plus ignoble que l'Amérique ait produit depuis l'esclavage. Il faut imaginer le degré de panique morale qu'il y a en 99. Il y a des plateaux télé, voilà, où il y a des débats où on dit que c'est les paroles les plus horribles qui aient jamais été prononcées. Il reçoit toutes ces critiques-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas se calmer. Il fait pire. Il fait pire sur son meilleur album. C'est ça qui fait que c'est un artiste qui sort de l'ordinaire, c'est qu'il fait pire et il réussit en faisant pire à faire un meilleur album bien plus profond que ses provocations de 99. Alors, c'est la particularité aussi d'Eminem, c'est qu'il ne va jamais se justifier, en fait. Je ne sais pas... Baptiste, après, excuse-moi, mais juste sur Kim, quand même, pour essayer de mesurer les choses, le nom de la track, c'est le nom de sa femme, qui est la mère de sa fille, quand même. Et il va y avoir cette anecdote qui est assez malheureuse, où sur la tournée The Up in the Smoke Tour, où il va y être aux côtés de Exhibit, Ice Cube, Snoop Dogg, tout le Dogg Pound, etc., la West Side Connection. En fait, il va y avoir une date à Détroit où il va jouer du coup le morceau Kim, où il va s'amuser à taper sur une poupée gonflable avec du coup des cheveux blonds. Et en fait, Kim va péter un plomb et elle va rentrer chez elle et se tailler les veines en fait directement. Bon, heureusement, en appelant la police, du coup, elle n'en est pas décédée. Et c'est ce qui va créer aussi du coup, ce qui va amener aussi du coup à une séparation, un divorce, etc. Et plein d'autres problèmes, mais bon, je tenais à quand même préciser ça. Non, c'est important aussi. Même si c'est fictionnel et qu'on peut tout à fait excuser la chanson et que la chanson, elle est utile en soi, parce que voilà, quand même... Oui, il y a eu un effet sur la première personne concernée. Après, pour dire sur Eminem et la relation avec Kim, je crois que c'est sa mère qui dit que de toute façon, il n'a jamais vu taper Kim ou quoi. Dès qu'il y avait une dispute, il sortait plutôt cabosser sa voiture. D'ailleurs, sa voiture, c'était totalement une épave à force d'y mettre des coups de poing dedans. Mais bon, voilà, il y avait de la violence, il y avait vraiment beaucoup de toxicité, etc. Oui, des deux côtés, hein, c'est ce qu'ils disent, en tout cas. Après, il y a une asymétrie. Lui, il est une superstar, il peut faire ce qu'il veut dans ses albums. Elle, c'est une femme, elle n'a pas de ressources autres que son petit boulot, etc. Donc, il y a un problème dans cette chanson, et il y a un problème dans l'attitude d'Eminem. Lui le sait. Effectivement, il n'y a pas de trace qu'il ait battu sa femme en vrai, mais ça ne fait pas disparaître le problème moral. Et le fait qu'il y ait un problème moral,
ne diminue pas la force de l'artiste, ça le rend plus complexe. Ça fait que quand on l'aime, on ne peut pas l'aimer absolument parce qu'il y a ça. Et en même temps, ça fait réfléchir aussi sur c'est quoi les limites de la création, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, est-ce qu'on a le droit de blesser ses proches, parce qu'il ne l'a pas blessé physiquement, mais il l'a blessé moralement. Moralement, bien sûr. Avec sa mère. Voilà, il fait pareil avec sa mère. Il a un côté irresponsable qui est évident. Et qui est complètement intriqué dans son art, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais son art, c'est un petit théâtre avec des personnages, sa mère, sa copine, son manager, Ken Caniff, l'homosexuel du Connecticut, parce qu'il a aussi un fond à cette époque-là homophobe, dont il joue. C'est intéressant aussi d'en parler. Bon, on ne va pas rester non plus trop longtemps, parce qu'on a déjà plus beaucoup de temps sur les polémiques, mais on l'a accusé d'homophobie. C'est important de revenir dessus parce que pour conjurer ces accusations, on l'a dit, il ne s'excuse pas, il ne s'explique pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire un grand feat en live avec Elton John, qui est l'une des icônes gays les plus Il populaires. invite Elton John sur scène, c'était aux Grammys, hein, aux Grammys. Il joue Stan, il me semble, hein, sur scène. Et alors là, aux États-Unis, tout le monde va se dire Eminem n'est pas homophobe, etc. Sauf que, juste après, on lui dit effectivement, vous n'êtes pas homophobe, vous avez invité. Et là, il dit parce que Elton John est gay. C'est ça, en gros, sa réponse. Et après. Et là, il y a un retour de flamme, alors qu'il sait très bien. La provoque. Eminem, c'est un troll. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est lui qui a inventé le trolling. Alors, il y en a d'autres qui le faisaient avant, mais il est vraiment dans l'attitude du troll. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais s'il est premier degré, deuxième degré. Quand il arrive à se dédouaner en disant c'est de l'ironie, il va quand même faire la vanne qui fait qu'on n'est pas trop sûr. Quand il apparaît, il apparaît de façon contemporaine avec South Park. Et d'ailleurs, il cite South Park dans une chanson de Marshall Mathers LP. Et donc, il y a cette culture-là. Ce qui est frappant, c'est que la culture du troll, 20 ans après, c'est Donald Trump qui va l'utiliser. Eminem est très contre Donald Trump. Avec Kid Rock comme soutien, voilà. en plus. Oui, avec Kid Rock côté Donald Trump. Et donc, il y a une forme d'ironie dans la carrière d'Eminem parce qu'il crée un personnage, une manière d'être, une manière de foutre le bordel qui va être repris par des gens qui le désapprouvent parce que c'est quelqu'un quand même qui a une certaine... il n'a pas tellement changé dans sa manière de voir, dans sa conduite. Hein, il se tient plutôt. Mais il a créé un monstre qu'il a été lui-même pendant quelque temps. Et ensuite, il s'est échappé, ce monstre-là. Et l'Amérique d'aujourd'hui, c'est l'Amérique des trolls. Hein, ceux qui sont allés au Capitole, il y a une phrase, je crois que c'est dans White America, où il parle des marches du Capitole 20 ans avant l'assaut du Capitole. Et donc, il y a des trucs qui sont prescients de l'Amérique de Trump. L'Amérique des Blancs, white trash, qui se sentent en marge du pays. Il a su trouver ça. Et après, le monstre lui a échappé. Oui, parce qu'il a su parler justement à cette Amérique dans le rap qui n'était pas représentée auparavant. Il a su parler à eux, mais à tout le monde, en fait. Et c'est une des particularités d'Eminem. C'est-à-dire que, de par le fond et la forme, on l'a dit, c'est des choses très dures, très crues, etc., que nous, on ne recevait pas de la même manière en France à l'époque, parce que moi, quand j'écoutais Eminem, My Name Is... Oui, on ne comprend pas. Franchement, pourtant, j'étais au lycée, hein, mais j'analysais pas les paroles à l'époque. Chose qu'on fait beaucoup plus aujourd'hui. Et c'était une chanson marrante, véritablement. Le clip, etc., c'était même pas sérieux pour nous. Mais il a su parler, capitaliser avec le fond et la forme à toutes ces personnes. Et je suis d'accord, ça va échapper un petit peu. Après, plus personne va se sentir écouté ou représenté, peut-être. Il y a le morceau Stan qui est quand même bien représentatif de tout ce que vous racontez. Alors, il est extrêmement important, le morceau Stan. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent 2 letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? Parce que
que il va justement, je pense qu'il va sortir d'un rôle pour dire attention quand Pour même. moi, c'est le seul morceau où on entend, enfin, le seul morceau à ce moment-là où on entend Marshall Mathers. Ouais. Même pas Eminem, même pas Slim Shady, Marshall Mathers, qui répond à un de ses fans, qui est complètement allumé, qui prend tous ses textes comme Kim, d'ailleurs, Au premier degré. au premier degré. Et c'est du storytelling, mais tellement bien fait, parce que justement, tu arrives à capter toutes les nuances de personnages et de rapports de pouvoir même qui se passent entre les deux. C'est lui, il ne peut pas contrôler ses fans. Donc si demain, il y en a un qui écoute Stan, qui le prend premier degré, qui va vraiment tuer sa femme et qu'on dit que c'est la faute d'Eminem, malheureusement, il aura pu rien, enfin, il aurait pu rien faire de toute façon à cette situation. Mais c'est là la force de Marshall Mathers LP, effectivement, c'est qu'il parle déjà aux ados, c'est son premier public, il y a le côté rebelle, etc., qui attire. Il parle aux parents. Quand il dit OK, moi je dis des horreurs, mais est-ce que je suis coupable de la fusillade à Columbine? Si moi-même je pense tout ça et que je le fais pas, peut-être que le problème il vient pas de moi, mais de votre éducation. Pourquoi est-ce que quand je vais au cinéma regarder un film d'action, il y a des gamins de 12 ans qui sont tout seuls? Donc ça remet en cause les parents, l'éducation, le système entier en fait. Au fond, il dit je suis un produit de l'Amérique. Voilà. Puis à Et cause de l'industrie comme ça, aussi. à cause de vous, Ouais. en fait. The Way I Am, c'est aussi l'autre chanson où il se représente en Marshall Mathers. Il raconte qu'il est dérangé dans la rue quand il est avec sa fille, etc. Whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam, cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. Et dans le clip, il montre toutes les petites histoires du business, les réunions où on va l'accuser d'être provocateur, etc. Il met ça dans son art. Et ça, c'est là où il est très fort dans cette trilogie Slim Shady, Marshall Mathers, Eminem Show. C'est qu'il prend le monde autour de lui, son monde intime, sa famille, sa femme, le monde professionnel dans lequel il évolue, le monde de la musique et l'Amérique elle-même. Et il ingurgite tout ça et il prend, en ingurgitant tout ça, il ingurgite aussi ses critiques. Dans l'album, il joue aussi des critiques. Il dit, par exemple, ah ouais, vous avez vu, c'est ce type, il a voulu violer sa mère, on lui a filé la couverture de Rolling Stone dans un des morceaux. C'est-à-dire qu'il préempte les critiques avant que les critiques s'offusquent, parce que c'est exactement ce que dira quelques mois après Lynn Cheney devant le Congrès. Et donc, il est en pleine maîtrise, en fait, des choses, avec des tas de niveaux de lecture, et tout ça sur des musiques et avec des mélodies qui sont hyper populaires. Stan, c'est une chanson aussi pour les mamans, parce qu'il y a la voix de Dido, c'est un peu romantique, triste, etc. Il arrive à parler à des tas de personnes tout en restant un troll et être capable de combiner tout ça. Il y a très peu d'artistes qui y arrivent, et lui, il y arrive, et c'est déjà miraculeux qu'il y arrive en musique sur 3 albums pendant 3 ans. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il va le faire au cinéma aussi. Alors voilà, tu me paves la route. La passe puisque décisive. les années 2000, c'est la consécration, sans conteste, d'Eminem. On peut le dire, les années 2000... Alors, messieurs, il nous reste très peu de temps. On est dans la merde. On a déjà parlé de 2020 à 2021, Voilà. donc on a déjà fait la fin. Les années 2000, c'est vraiment... c'est plus possible de contester Eminem. Et tu l'as dit, là, il va venir carrément s'imposer au cinéma. Sachant qu'il aurait pu déjà jouer plusieurs rôles au cinéma. Il y a Training Day. Training Day. C'est l'un des cas les plus connus. Donc, sachant quand même. qu'il y a d'autres personnes dans Training Day qui Il y a connaissent Snoop bien, Dogg, Dr. Dre, qui connaissent bien Eminem. Mais lui, alors Training Day, il a refusé parce que... Parce que en fait, ça prenait trop de temps et justement, il y avait problème avec les agendas par rapport à 8 Et il était déjà sur 8 etc. Miles. Hein. Voilà, c'est ça. Et juste avant, il y a quand même un projet que moi, quasi personne n'en parle, mais il y a eu un projet de film The Crow avec DMX qui serait opposé avec Eminem. Pareil, ça s'est pas fait parce que la légende dirait que DMX ne voulait pas jouer avec Eminem parce qu'il était blanc. Et il fera des films avec Steven Seagal après, donc je comprends pas trop le problème. Je sais pas si c'est vraiment vrai.
Et du coup, ouais, effectivement, en 2002, du coup, sort 8 Mile, réalisé par Curtis Hanson, qui avait réalisé LA Confidential avant, et d'autres films. Film, hein. Et là, Bah, déjà, il a un jeu d'acteur très convaincant. mais oui, Et puis là, il arrive à amener. Alors, c'est plus que le rap, c'est les battles de rap, donc encore plus, plus puriste, on va dire, dans le foyer au grand public. C'est un peu comme l'a fait Stallone avec Rocky, où il amène la boxe dans une au grande grand échelle. public, quoi, ouais. Voilà. Donc, effectivement, tout ce que fait Eminem entre 99 et 2004, c'est de l'or, tout fonctionne, tout est bien réussi, tout est bien fait. Alors, une chose sur 8 Miles qui a cartonné en France, hein, la chose De surprenante, partout. c'est qu'à l'époque, les films au cinéma étaient diffusés en VF majoritairement. Ouais. Donc, pour 8 Miles, c'est quand même particulier de voir ce type de film en VF et non en VO. Et pourtant, ça n'a rien enlevé. en fait, il n'y a que les passages musicaux qui sont sous-titrés. Oui. Donc, Mais c'est quand même. Et c'est d'ailleurs. C'était la chose à faire. Mais c'est quand même drôle de voir que. Enfin, t'as un personnage qui change de voix quand il rappe. Ah ouais, il parle bien anglais en fait. Ouais, il est très fort. Hein. il y a un autre phénomène en plus qui se passe, c'est que c'est l'arrivée du DVD. Et je me rappelle très bien que du coup, il y avait beaucoup de PlayStation 2 dans les foyers, qui est le premier lecteur de DVD de beaucoup de gosses. Bah, c'est normal, c'était le lecteur DVD le plus répandu et le moins cher quand tu faisais la Et du comparative. coup, quand tu étais ado, dans toutes les bandes de potes, il y avait au moins quelqu'un qui avait le DVD d'8 Mile, c'est sûr. Et puis là, par contre, on est typiquement dans les années Internet où... et de toute façon, Eminem, maintenant, il est attendu aussi, là où il ne l'était pas auparavant. Là, on attend Eminem, on aime Eminem. Pourtant, j'ai l'impression aussi que toutes les polémiques dont on a parlé, nous... elles ont un peu glissé sur lui en France. Hein. Même les problèmes judiciaires qu'il Oui, va voilà, avoir, les procès, etc. Ça a été très secondaire. Limite, Eminem a été très mainstream, grand public en France. Ouais. Je sais pas si vous avez cette... Baptiste, tu penses... Ouais, très bien. Moi, je me souviens, j'étais gosse, il passe tout le temps l'équipe d'Eminem, etc. Après, en Europe, il y avait quand même la critique londonienne qui était très, très virulente envers Eminem. Plus qu'aux États-Unis même. C'est les Britanniques qui sont C'est les toujours... Britanniques, ouais. Donc, mais en France, effectivement, comme il y a déjà cette frontière de la langue, Ouais. je pense... Il y avait juste la mélodie, on gardait fait, les mélodies. Nos parents nous laissaient écouter Eminem sans problème parce qu'on ne comprenait pas quand on était jeune. Alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, je peux comprendre qu'effectivement... plus c'est pas compliqué. pareil. Ouais. Un peu plus touchy, ouais. Et donc Eminem, au cinéma, gros carton. Il va refuser même encore Ouais. après d'autres films. Ce qui est intéressant, c'est de voir que lui, il dit qu'il s'est rappé que sur lui. Et donc, il fait 8 Mile à ses termes. Il invente Et sa propre légende. Exactement. C'est une autobiographie quasiment. Et il a la capacité, il va faire sur Eminem Show, il y a un morceau qui s'appelle Goodbye to Hollywood. Thought I had it all figured out, I did. I thought I was tough enough to stick it out with Kim, but I wasn't tough enough to juggle two things at once. I found myself laying on my knees in cuffs, which should have been a reason enough for me to get my stuff and just leave. How come I couldn't see this shit myself? It's Donc just ça montre la méfiance qu'il a à l'égard de Hollywood. Pour lui, c'est un univers qui est factice. Et en fait, il dit, vous me voulez dans le film, vous venez à Détroit. Et ça, c'est hyper fort parce qu'il rend aussi hommage à sa ville, à tel point que, alors que le projet, pendant tout le tournage, on l'a appelé Unnamed Eminem Project, ou voilà, quelque chose comme ça, il n'y a pas de titre. À la fin, Curtis Hanson, il se rend compte que ce que Eminem est en train de montrer, il y a lui évidemment, mais il y a Détroit. Et le titre, c'est 8 Mile. C'est la limite de Détroit qui sépare les quartiers noirs des quartiers blancs. La ville de Détroit et au nord les banlieues blanches. Et il a, dans cette manière de représenter Détroit, il a affirmé ce truc Detroit versus Everybody. C'est un peu la revanche du flic de Beverly Hills, où au lieu d'aller à Beverly Hills, c'est Beverly Hills qui vient à Détroit et qui réussit même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, parce que le film est réussi, mais la chanson-titre est le premier numéro 1 au Billboard américain d'Eminem, Lose Yourself. Bah, bien sûr. Tu vas avoir l'Oscar en plus de la meilleure chanson. Et lui, il va être le va pas y premier aller. rappeur à avoir un Oscar. Et il va pas y aller, on est d'accord. Il s'en fout total, il va regarder des dessins Il regarde des dessins animés avec sa gosse, il apprend parce le qu'il lendemain. y a un truc aussi, c'est que les Oscars sont en perte de vitesse à ce moment-là, et que lui, il sent très bien qu'en fait, ils ont besoin d'Eminem, parce que du coup, le voir aux Oscars et tout, ça aurait fait plus d'audience. Et lui, qui n'y va pas parce qu'il s'en fout. Alors, on pense qu'à ce moment-là, tout va bien pour Eminem. Est-ce que tout va vraiment bien? Il nous reste quelques minutes. Juste
pour Bah, dire que ce ouais. très gros succès, il est aussi un peu contrasté par sa Ouais. santé mentale, notamment. Ouais, bah, ça a commencé avec le tournage d'8 Mile, en fait. Il avait un rythme complètement effréné, en fait. Il est devenu accro somnifère pendant le tournage, parce qu'il se levait à 5h du matin. En même temps, il faisait la BO du film. Puis il écrit, il l'a écrit Il écrivait, carrément ouais, en tout à fait. live. Donc, il était surbooké, plus voilà, encore des critiques, etc. Au bout d'un moment, ça, je pense que ça l'a pesé. Donc, il arrive à un espèce de Puis sa vie burn-out, familiale ouais, qui et sa vie tumultueuse. familiale, ouais, tout à fait. On n'en a pas dit, mais juste avant Up in Smoke Tour, justement, ces ennuis judiciaires, ils ont à voir avec Kim, parce que il va y avoir 2 incidents plutôt. Il va menacer justement le manager d'Insane Clown Pussy avec une arme à feu. Donc déjà, il va faire de la garde à vue, etc. pour ça. Et peu de temps après, il va carrément faire la même chose, menacer un mec avec une arme à feu, lui taper sur la tempe avec un coup de crosse. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait, il a vu Kim en train de l'embrasser ou lui faire un bisou sur la joue selon les versions. Et bon, déjà, juste avant qu'il pète vraiment, etc., et avant 8 Mile, il y a déjà quand même cet environnement familial qui reste toujours compliqué, etc. quoi. Oui, ça va être accentué, prise de médicaments, de somnifères, etc. Et il va faire une Une dépression. grosse Et après, dépression. c'est les événements d'après, Ouais. surtout pour moi, 2006. Oui. Ouais. En fait, il arrive dans un vide artistique où là, déjà, avec Encore, on sent Là, que ça s'essouffle. il est sur le toit du monde. Sur le toit du monde, ouais. Mais Bah, avec Encore, c'est la première fois où on est. Enfin, la Just Lose critique It, est hein. un peu sur sa fin, quoi. Ça tourne un peu en rond, ça perd en qualité. Il y a beaucoup de chansons qui ouais, n'ont pas grand sens, quoi. Just Lose It, c'est vraiment un calque de Without Me, mais avec quelque chose en moins. Il va s'en prendre à Michael Jackson. Il y a Stevie Wonder qui va avoir cette phrase assassine qui dit « On ne fera pas un homme à terre ». Il est devenu un peu sa propre caricature, en fait. Oui, sachant qu'il s'est attaqué à tout le monde avant, de Ouais, Britney bien sûr. Spears à Mariah Carey, etc. Mais ça avait toujours été fait de manière intelligente, dans le sens où c'était dans son personnage. C'était pas méchant en soi, c'était de la caricature, de la Lui-même, c'était satire. devenu un personnage pop. donc, Voilà. en soi. Et là, ouais, on a l'impression qu'en fait, Eminem n'est plus Eminem. Quoi. Pourtant, c'est quand même dans Encore qu'il y a des titres comme Moche. Ouais, non, il y a des Américain. titres très Ah oui, forts. il y a des voilà. titres très Il y a un- forts. mais c'est beaucoup plus contrasté en termes de qualité qu'auparavant. C'est ça. Il y a des dit, figures. là, dans une interview qu'il a faite dans le magazine XXL de ce mois-ci, il raconte cette période-là et il explique bien que, d'une part, il avait la tête fracassée par les drogues, et donc la plupart des productions qu'il a faites, puisqu'il produit aussi, la plupart des productions qu'il a faites pour Encore, il n'en est pas satisfait. En fait, il dit, c'est un peu des comptines, les chansons qu'il fait là, c'est facile, il fait ça en 10 minutes, et il reconnaît que musicalement, c'est pas au niveau des 3 autres albums d'avant. Et puis, il est un peu vidé aussi dans ses thèmes, etc. Et le coup de massue final, parce qu'il arrive quand même à compléter l'album, à faire quelques titres qui sont bons, c'est l'assassinat de Proof en 2006, où là, il va vriller complètement. Alors, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Mais pas définitivement. Je vous propose qu'on fasse une partie 2 de Eminem, parce que là, on Avec s'arrête sur plaisir. quelque chose de dramatique, mais qui aussi est la fin de quelque chose pour Eminem. Et je vous propose qu'on se revoie pour le retour. Donc voilà. Merci en tout cas pour cette première partie, messieurs. On ne peut pas ne pas faire de deuxième partie, c'est pas possible. Il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment sur le style même d'Eminem, qu'on n'a pas vraiment décortiqué plus que ça. Et son influence est en fait très importante sur le hip-hop d'aujourd'hui. Bien sûr. On y reviendra, promis. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.